Dans ce journal, on évoquera cette rencontre à Abidjan. Les jeunes entrepreneurs de la sous-région réfléchissent à leur contribution au développement des entreprises. Dans cette édition également, les échos du Festival du livre de Dakar au Sénégal, la Côte d'Ivoire, invité spécial de l'événement. La grande île Madagascar, dans l'attente des résultats de la présidentielle. Dans les deux camps, on crie déjà victoire au lendemain du scrutin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. On commence tout de suite par la commune d'Abobo. Fin de la double vacation pour l'école primaire et publique Klouetcha. Le ministère de l'Éducation nationale a réceptionné officiellement les clés de 2 écoles réhabilitées par l'organisation Save the Children. Ce sont au total 994 enfants qui pourront enfin suivre les cours dans de bonnes conditions. Christelle Menant. Retour à une scolarité normale pour 994 enfants des écoles primaires publiques Klouetcha BAD 1 et 2 d'Abobo, en banlieue abidjanaise. L'école, construite en 1995, affiche un taux de réussite scolaire de 52% à l'examen d'entrée en 6e. J'ai pris mon CMD parce que l'année passée, on faisait 12 vacations. 12 vacations, on faisait matin, on ne faisait pas le soir. Il y a les heures qui grillaient coup. Avant, et quand il faisait 12 vacations, ce n'était pas bon pour moi. Au niveau du rendement scolaire des enfants, nous attendons que cela s'améliore. Puisque mettant fin ainsi à la double vacation, tous les enfants se retrouvent maintenant dans les mêmes conditions d'apprentissage. 2 classes supplémentaires, 8 toilettes et points d'eau construits, du mobilier et des kits scolaires tout neufs, une cantine et un bâtiment en construction. De quoi donner envie d'aller à l'école et d'y rester. Objectif atteint pour l'organisation Save the Children à travers la mise en œuvre et le financement du projet Hope for Africa. Projet qui a permis la réhabilitation cette année de 3 écoles à Abobo Klouetcha et Yopougon. En prévision, 5 écoles à construire et à réhabiliter dans les 2 prochaines années. On parle à présent renforcement des capacités des journalistes formés au TIC, une centaine qui sera désormais capable d'utiliser l'ordinateur et de surfer aisément sur le net. Une centaine de journalistes ivoiriens participent à ce séminaire de formation. Objectif, s'imprégner de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la presse ou dans les médias en général, quand vous regardez les publications ou les contenus sur ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, la qualité n'est pas toujours à la hauteur. Et donc ça tient au fait que les acteurs de ce secteur-là n'ont pas forcément les outils et n'ont pas forcément les capacités et la connaissance pour pouvoir aborder ces sujets-là. En plus de la formation en TIC, les journalistes sont instruits sur les techniques d'expression écrite et orale. On sait très bien que lorsqu'on échange avec quelqu'un, l'essentiel ce n'est pas uniquement ce que l'on dit, mais il y a aussi la manière dont on dit ce qu'on est en train de transmettre à notre interlocuteur. Acteurs importants de la vulgarisation de l'information, les journalistes saluent cette initiative. Aujourd'hui, une information chasse rapidement une autre. Donc les journalistes que nous sommes, nous devons nous adapter à la nouvelle technologie pour que, en espace d'un moins rien de temps, nous puissions rapidement véhiculer les informations pour permettre au public qui nous suit d'être au même niveau d'information dans le monde entier. Il ne faudrait pas qu'on se dise que parce que nous sommes journalistes sur Internet, donc le web doit ôter tout ce qui est déontologie et éthique. Ce séminaire qui va durer 2 jours a pour thème central le journaliste moderne, compétences et outils technologiques. Plusieurs modules de formation au programme, notamment le nouvel environnement des médias d'aujourd'hui et le journaliste moderne, esquisse d'un portrait robot. L'on en vient à présent au 50e de l'RTI. L'apothéose, c'était hier avec une soirée spectacle à l'Ivoire Golf Club. Les festivités marquant ce jubilé d'or avaient démarré le 18 décembre dernier. Il faut le dire, elles ont remporté un franc succès. Retour sur la soirée d'hier avec Patricia Omouetia. Des hôtesses arborant les tenues de soirée aux couleurs du cinquantenaire et surtout des invités. Le comité chargé d'organiser le gala du cinquantenaire de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit haute en couleurs. Dès le début de la soirée, la salle est déjà mise en éveil par les présentateurs. L'ambiance monte d'un cran lorsque la troupe artistique du village Kiwi fait son apparition. Les artistes font visiter au public les airs culturels du riche patrimoine ivoirien. Prestation très appréciée par le public. Un spectacle non-stop avec l'arrivée sur scène de Nayan Kabel,
puis Salif Keïta, invité spécial de cette soirée. Le prince mandingue n'a pas son pareil pour chanter des mélodies marquées par un remarquable mélange de genres musicaux qui séduit. Joyeux anniversaire à tous les agents de la RTI et je nous souhaite 50 très belles années dans le futur. Je suis certain que tous les agents sont mobilisés pour encore plus satisfaire les Ivoiriens. La RTI est en train d'écrire une nouvelle page. C'est vrai que nous avons quelques problèmes, mais nous avons fait beaucoup de chemin. Beaucoup de choses ont été améliorées. Le gala du cinquantenaire de la RTI a pris fin par un spectacle exceptionnel avec de somptueux feux d'artifice. En bref, cette célébration assez inhabituelle, la journée mondiale de l'orgasme, c'est aujourd'hui, le 21 décembre. L'initiative créée en 2006 n'est pas, vous vous en doutez, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, mais plutôt de deux hommes, des pacifistes américains. Le paysage culturel ivoirien enrichi, un nouvel espace d'expression vient d'être créé, une galerie qui fait la part belle à l'art tradi contemporain, masques, œuvres, sculptures, sièges traditionnels et abat-jour, où la tradition se mêle au modernisme. Voyage dans l'art tradi contemporain avec Franck Quadio. Des masques de tout format, le long des murs et sur des étagères aménagées. Voici le décor que présente la galerie Stéphanie, le tradi contemporain. La sculpture de base avec des supports et outils modernes. La galériste Dame Haddad a elle-même conçu les œuvres. Je l'ai dessiné, mais à partir d'une inspiration, l'œuvre traditionnelle, les masques, les statuettes, et je les décompose, je recompose, etc. Et je crée des éléments utilitaires. On trouve donc du tout dans cette galerie et le thème pour cette ouverture officielle est l'abat-jour à la lumière duquel a bien pris plaisir à s'asseoir le ministre de la Culture, Maurice Bondamon. L'artiste travaille dans le bois, mais elle n'abat pas le bois. Elle ramasse les bois qui sont déjà tombés et elle leur donne vie. C'est une artiste originale, une artiste de qualité que nous découvrons. Mais pour la galériste, nul besoin de s'enfermer dans un style stéréotypé. Elle dit compter sur l'appui des artistes de la scène culturelle pour une émergence de l'art tradi contemporain en Côte d'Ivoire. En bref, au Soudan du Sud, la situation de plus en plus tendue. L'armée avance vers la ville de Bor, située à 200 km au nord de Djouba. La cité est aux mains des rebelles depuis 3 jours. Au Soudan du Sud, où 4 soldats américains ont été blessés aujourd'hui lors d'une évacuation. Au Gabon, sans surprise, le parti du président Ali Bongo, vainqueur des municipales du 14 décembre, avec ses 1517 sièges, le Parti démocratique gabonais conserve la majorité relative dans la capitale, Libreville. La victoire du PDG, le parti au pouvoir, ou la défaite de l'opposition font la une de la presse. Le parti d'Ali Bongo a raflé 1517 sièges sur un total de 2404. Cependant, cette victoire n'est pas nette à Libreville. Le parti doit donc nouer des alliances. L'ancien Premier ministre Jean Eyegendong, opposant radical qui veut devenir maire de Libreville, a déclaré devant ses militants qu'il est ouvert au dialogue. Et si l'occasion est donnée de se retrouver, je pense que c'est avec cet esprit, l'esprit qui correspond à une vision noble et une ambition noble pour la gestion de la ville de Libreville, pour l'intérêt des populations de Libreville, qu'il faut absolument qu'on ait des entretiens. La porte est ouverte, répond le PDG, qui pose tout de même des conditions. Nous restons ouverts à collaborer avec les personnes qui sont d'accord avec la politique qui est mise en place par notre parti, c'est-à-dire celle qui a été impulsée par le chef de l'État. Dans les rues de Libreville, les Gabonais sont contents, soulagés de vivre des lendemains électoraux sans violence. C'est le calme que nous on veut. On veut le calme, on veut la paix et on veut que les choses se déroulent comme ça se doit. Que ceux qui ont perdu acceptent la défaite et que ceux qui ont gagné, félicitations. Les élections locales étaient un test grandeur nature dans la perspective de la présidentielle de 2016,
dont Ali Bongo est l'un des potentiels candidats. Le scrutin législatif anticipé proposé comme un moyen de sortie de crise en Thaïlande. L'opposition choisit le boycott. Les démocrates ne présenteront pas de candidats aux élections du 2 février 2014. Et l'on rejoint cette île située dans la partie occidentale de l'océan Indien, Madagascar, où au lendemain du scrutin présidentiel, l'heure est au décompte des voix. Cependant, depuis ce matin, les deux camps qui s'affrontent dans les urnes crient victoire. Ambiance bon enfant vendredi soir dans les bureaux de vote de Madagascar. Avec des cris de joie, on salue chaque nouveau vote en faveur de son candidat. Samedi après-midi, les premières estimations donnaient les deux candidats à la présidentielle au coude à coude avec une faible participation. Pourtant, le candidat soutenu par le président sortant, Andra Dzolin, s'est empressé de crier victoire en accusant son rival de manipulation. Les résultats sont très encourageants. Regardez, à Tananarive, comme le choix des électeurs a évolué depuis le premier tour. Cette fois, ils nous ont fait confiance. Les résultats démontrent que nous avons gagné. Même assurance et mêmes accusations chez Jean-Louis Robinson. Le candidat a même organisé une fête vendredi soir pour célébrer sa victoire. S'il perd, dit-il, c'est à cause de fraude massive. Il parle même d'un avion rempli de bulletins déjà cochés en faveur de son adversaire. Nous avons gagné, mais même si nous l'emportons, nous allons regarder comment les bulletins uniques ont été gérés. Si nous apprenons qu'il y a vraiment des problèmes sur la gestion du bulletin unique, les conséquences seront mauvaises. Des déclarations de fraude que ne confirment ni la commission électorale, ni les forces de l'ordre, ni même les observateurs internationaux. Face à la guerre que se mènent les candidats, les Malgaches vont devoir s'armer de patience. Le vainqueur de la présidentielle ne sera connu qu'en janvier prochain. En bref, ce scandale qui secoue la Turquie, plusieurs personnalités arrêtées pour corruption, parmi elles les fils des ministres turcs de l'Intérieur et de l'Économie. Tôt ce matin, ils ont été inculpés et placés en détention préventive. Le Premier ministre turc dénonce un complot. Enfin, des précisions sur Genève 2. La rencontre se tiendra le 22 janvier prochain. Hier, une réunion préparatoire a permis également de confirmer la liste des participants à cette conférence sur la Syrie. L'Iran n'est pas invité, l'Arabie Saoudite, si. C'est l'émissaire spécial de l'ONU et de la Ligue arabe, Lardar Brahimi, qui prépare la conférence de Genève 2 sur la Syrie. Autour de lui, les parrains de cette réunion. Malgré les accolades chaleureuses, les délégations ne sont pas d'accord sur la liste des pays participants. Sur l'Iran, nous n'avons toujours pas d'accord. Ce n'est un secret pour personne qu'aux Nations Unies, nous souhaitons la participation des Iraniens. Mais nos partenaires aux États-Unis ne sont toujours pas convaincus que la présence de l'Iran soit une bonne chose. Le principal soutien du régime syrien est donc à ce stade évincé. En revanche, l'Arabie saoudite, très engagée dans l'aide des rebelles, est sur la liste des 26 pays conviés à la conférence internationale. Les négociations sont prévues le 22 janvier prochain pour trouver un règlement politique au conflit syrien qui a déjà fait plus de 120 000 morts. En attendant, les violences se poursuivent de plus belle, comme ici à Alep dans le nord, où les rebelles islamistes ont pris le contrôle de points stratégiques. Bombardements massifs également sur la ville de Homs, dans le centre du pays. Une mosquée sunnite a été prise pour cible vendredi. Le dignitaire religieux qui dirigeait la prière hebdomadaire a été tué. Les images filmées en direct ont été diffusées par les groupes islamistes qui combattent le régime. Et puis on termine sur ces images. Mondial 2014 de football, les ennuis s'accumulent pour le Brésil, pays organisateur. Les travaux du stade sont à l'arrêt. Après la mort d'un ouvrier, le stade, on le rappelle, doit être livré le 31 décembre à la FIFA. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur nos antennes.